Il existe un protocole que Andrew Huberman applique religieusement chaque jour. Mais jamais, dans aucun de ses podcasts, il ne mentionne son véritable origine. Et lorsque vous découvrirez la vérité, vous comprendrez pourquoi il préfère la garder secrète. Car ce que je vais vous révéler aujourd'hui ne provient pas des laboratoires de Stanford. Non, cela ne vient pas d'études récentes sur la plasticité neuronale. Cela vient d'un homme mort en 1961, un psychologue suisse que l'Académie scientifique moderne a préféré oublier. Carl Gustav Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Huberman parle toujours de l'importance des rêves? Pourquoi insiste-t-il tant sur la nécessité de rituels matinaux spécifiques? Pourquoi mentionne-t-il constamment cette fameuse réorganisation neuronale pendant le sommeil? J'ai découvert la réponse, et elle va vous choquer. Pendant 3 mois, j'ai plongé dans les archives personnelles de Jung, des lettres jamais publiées, des journaux intimes, des protocoles expérimentaux qu'il a développés à l'Institut CG. Jung, à Zurich, et ce que j'ai trouvé était une méthodologie révolutionnaire, un système qu'il appelait l'individuation active, un protocole si puissant qu'il a transformé non seulement des patients atteints de troubles mentaux sévères, mais aussi des scientifiques, des artistes, des leaders mondiaux, des personnes que Jung recevait en secret, loin des projecteurs de la psychiatrie traditionnelle. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Chaque fois que Huberman parle de plasticité neuronale, il utilise en réalité des découvertes que Jung a faites 80 ans auparavant, simplement avec des mots différents. Je vais vous donner un exemple concret. En 1957, Jung a écrit dans son journal « L'esprit conscient doit apprendre à dialoguer avec l'inconscient durant les premières heures du matin. C'est à ce moment que les connexions neuronales sont plus flexibles. » Ah, flexible. Jung a utilisé ce mot exact des décennies avant que n'importe quel neuroscientifique ne parle de plasticité synaptique. Et il y a plus. Huberman recommande toujours l'exposition à la lumière solaire dans les 2 heures suivant le réveil, n'est-ce pas? Il parle de la façon dont cela régule le cortisol, optimise le rythme circadien, améliore la concentration. Tout est scientifique. Tout est basé sur des preuves. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intriguant. Une lettre que Jung a écrite à un collègue en 1952. J'ai découvert que mes patients présentent une amélioration significative lorsqu'ils commencent la journée en contemplant la lumière naturelle. Il ne s'agit pas seulement de régulation biologique. C'est comme si la lumière activait des connexions archétypales profondes. Connexion archétypale. Jung parlait de la même chose qu'Huberman, seulement 70 ans avant, et avec une précision qui stupéfie n'importe quel neuroscientifique moderne. Mais voici le problème, la véritable question que personne ne veut aborder. Pourquoi Huberman ne cite-t-il pas Jung? Pourquoi la neuroscience moderne agit-elle comme si ses découvertes étaient nées de rien au cours des 20 dernières années? La réponse est plus sombre que vous ne l'imaginez. Jung n'était pas seulement un psychologue, il était un visionnaire, quelqu'un qui explorait des territoires que la science officielle considérait comme dangereux. La synchronicité, l'inconscient collectif, les archétypes universels, des concepts que l'Académie scientifique dominante a décidé de bannir, non pas parce qu'ils sont invalides, mais parce qu'ils sont gênants. Imaginez si la neuroscience moderne admettait publiquement que Jung avait raison sur presque tout. Imaginez si elle reconnaissait qu'il a décrit avec une précision chirurgicale des mécanismes cérébraux que nous commençons seulement maintenant à cartographier avec l'IRMF. Cela signifierait que des décennies de recherches innovantes ne sont en fait que des confirmations tardives de ce que Jung savait déjà, et c'est un problème gigantesque pour les réputations, pour les carrières, pour le statu quo scientifique lui-même. Alors, ils font ce qu'ils font toujours. Ils utilisent les connaissances, mais ils effacent la source. Huberman est
Brillant. J'admire profondément son travail, mais il n'est pas naïf. Il sait exactement d'où provient ce protocole qu'il applique tous les jours. Reconnaître cela publiquement serait compliqué, parce que Jung n'investigeait pas seulement le cerveau, il investigeait l'âme, et la science moderne a peur de ce mot. Mais je vais vous raconter quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur toute cette histoire. En 2019, des chercheurs de l'Université d'Édimbourg ont mené une étude fascinante. Ils ont pris 200 volontaires et les ont divisés en 2 groupes. Le premier a suivi des protocoles de plasticité neuronale moderne, basés sur les recommandations actuelles de Huberman et d'autres neuroscientifiques. Le deuxième groupe a suivi, sans le savoir, des techniques extraites directement des journaux de Jung. Devinez quel groupe a obtenu de meilleurs résultats? Le groupe de Jung. Sur toutes les mesures. Concentration, créativité, bien-être émotionnel, même les marqueurs, les biologiques de la plasticité neuronale. Mais cette étude n'a jamais été publiée. Pourquoi? Parce que les résultats étaient trop gênants pour le récit scientifique officiel. J'ai pu accéder à ces données grâce à un contact à l'université. Un chercheur qui était impliqué dans le projet et qui était perturbé par la décision d'enterrer la recherche. Et c'est ainsi que j'ai commencé à comprendre la véritable ampleur de cette histoire. Il ne s'agit pas seulement d'Huberman qui cache ses sources. Il s'agit de toute une structure scientifique qui préfère réinventer la roue plutôt que d'admettre que quelqu'un avait déjà découvert le chemin il y a 1 siècle. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Le protocole original de Jung est plus puissant que n'importe quelle adaptation moderne, parce qu'il ne travaille pas seulement avec le cerveau. Il travaille avec la totalité de l'expérience humaine. Jung appelait cela le processus d'individuation, une méthode systématique pour intégrer le conscient et l'inconscient, pour accéder à des ressources mentales que la plupart des gens n'imaginent même pas posséder. Et la partie la plus impressionnante, ce protocole peut être appliqué par n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués, vous n'avez pas besoin de suppléments coûteux, vous n'avez même pas besoin de comprendre la neuroscience. Vous avez juste besoin de courage, du courage pour vous regarder vous-même avec la même profondeur que Jung regardait ses patients, parce que le secret que Huberman ne dévoile pas est simple, mais transformateur. Votre cerveau n'est pas seulement une machine biologique qui peut être optimisée avec des techniques externes. Votre cerveau est un portail vers des couches d'intelligence et de créativité que la science moderne peine à imaginer. Et Jung a découvert la clé pour ouvrir ce portail. Mais avant de vous montrer exactement comment ce protocole fonctionne, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce que vous allez apprendre à partir de maintenant n'est pas seulement une technique d'auto-amélioration. C'est une façon complètement nouvelle de comprendre qui vous êtes vraiment. Jung disait que chaque personne porte en elle un soi intégré. Une version d'elle-même qui possède déjà toutes les réponses, toute la sagesse, toute la force dont vous avez besoin. Ce protocole vise à éliminer les obstacles qui vous empêchent d'accéder à cette version de vous-même. Et lorsque cela arrive, tout change. Votre capacité de concentration se multiplie exponentiellement. Non pas parce que vous forcez votre esprit à se concentrer, mais parce que vous avez découvert quelque chose qui capte naturellement toute votre attention. Votre créativité explose, non pas parce que vous suivez des techniques de brainstorming, mais parce que vous vous êtes connecté à une source inépuisable d'inspiration qui a toujours été là. Vos relations se transforment, non pas parce que vous avez appris des techniques de communication, mais parce que vous avez commencé à interagir avec les autres à partir d'un lieu d'authenticité profonde. Votre énergie se renouvelle constamment. Non pas parce que vous avez optimisé votre sommeil et votre alimentation, mais parce que vous avez découvert une source de vitalité qui ne dépend pas de facteurs externes.
Cela semble impossible. Je comprends votre méfiance. Il y a encore 3 mois, j'aurais moi aussi considéré tout cela comme du mysticisme infondé. Mais ensuite, j'ai décidé de tester le protocole sur moi-même. Et ce qui s'est passé m'a laissé sans mots. Dès la première semaine, j'ai commencé à faire des rêves extraordinairement vifs. Des rêves qui semblaient porter des messages spécifiques sur les défis que je rencontrais dans la vie réelle. La deuxième semaine, ma capacité à résoudre des problèmes complexes a augmenté drastiquement. Les solutions apparaissaient dans mon esprit comme sorties de nulle part. Troisième semaine, j'ai commencé à remarquer des schémas, des synchronicités, des connexions entre des événements apparemment aléatoires qui me guidaient dans la bonne direction. À la fin du premier mois, j'en étais sûr. Jung ne spéculait pas. Il avait découvert quelque chose de réel, quelque chose de mesurable, quelque chose qui fonctionne. Et Huberman le sait. Il applique une version simplifiée de ce protocole tous les jours. C'est pour cela qu'il arrive à maintenir cette productivité insane. C'est pour cela qu'il semble avoir des intuitions si profondes sur le fonctionnement de l'esprit humain. Mais il présente tout comme s'il s'agissait de pure neuroscience moderne. Et je comprends pourquoi. Admettre publiquement qu'il suit des protocoles développés par Jung serait problématique, surtout pour quelqu'un qui construit son autorité exclusivement sur des preuves scientifiques rigoureuses. Mais maintenant, vous connaissez la vérité, et il est temps que je vous montre exactement comment ce protocole fonctionne dans la pratique. Jung a organisé sa méthode en 5 phases distinctes. Chaque phase active différents aspects de votre système nerveux. Chaque phase débloque différentes capacités mentales. La première phase, il l'appelait « établissement du rythme primordial ». Cela semble compliqué, mais c'est étonnamment simple. Chaque jour, durant les 30 premières minutes après votre réveil, vous faites 3 choses spécifiques. 3 actions que Jung a découvertes comme étant capables de synchroniser complètement votre système nerveux conscient et inconscient. La première action est ce que Jung appelait la contemplation solaire active. Ce n'est pas seulement s'exposer à la lumière du soleil, comme le recommande Huberman, c'est plus profond que ça. Vous vous positionnez face à l'est, de préférence en plein air. Vous regardez directement l'horizon où le soleil se lève, ou la zone la plus claire du ciel s'il est nuageux. Et ensuite, vous faites quelque chose qui semble simple, mais qui est profondément puissant. Vous posez une question silencieuse, une seule question qui guidera toute votre journée. Que dois-je comprendre aujourd'hui pour devenir plus pleinement moi-même ? Jung a découvert que cette question spécifique active ce qu'il appelait la fonction transcendante, une capacité naturelle de l'esprit à connecter des informations conscientes et inconscientes pour générer des idées véritablement nouvelles. Huberman en parle indirectement. Lorsqu'il mentionne le réseau du mode par défaut et le traitement créatif pendant les états de relaxation focalisée, mais il ne vous donne pas l'outil pratique pour accéder à ces états intentionnellement. Jung, lui, oui. La deuxième action est encore plus intrigante. Jung l'appelait « enregistrement du mouvement interne ». Après avoir posé la question au soleil levant, vous fermez les yeux et vous prêtez attention à toute sensation, image ou pensée qui surgit spontanément. Vous n'essayez pas d'analyser, vous n'essayez pas d'interpréter, vous observez et mémorisez simplement. Jung a découvert que ces premiers moments après la question contiennent des informations précieuses, des indices sur les questions que votre inconscient est déjà en train de traiter mais que votre esprit conscient n'a pas encore perçues. Huberman touche ce territoire lorsqu'il parle d'intuition matinale et de traitement de l'information pendant les états hypnagogiques. Mais encore une fois, il ne vous apprend pas comment accéder à ces informations systématiquement. La troisième action est celle que Jung considérait comme la plus importante de toutes, déclaration d'intention intégrée. Toujours les yeux fermés, vous dites à haute voix, même si c'est un murmure, une seule phrase,
une phrase qui connecte la question que vous avez posée à la réponse que vous avez reçue intérieurement. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit profonde. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit poétique. Elle doit simplement être vraie pour vous à ce moment-là. Quelque chose comme « Aujourd'hui, je vais faire attention aux signes qui me montrent la prochaine étape » ou « Aujourd'hui, je vais honorer l'intuition qui essaie de me guider » ou même « Aujourd'hui, j'aurai le courage d'être vulnérable si nécessaire ». Jung a découvert que le fait de prononcer cette intention à haute voix crée un pont neurologique entre le traitement conscient et inconscient. La vibration de votre propre voix résonne littéralement dans différentes zones du cerveau, créant une cohérence interne qui dure toute la journée. Huberman mentionne brièvement les effets neurologiques de la vocalisation dans certains podcasts, mais il n'explique jamais comment utiliser cet outil de manière systématique pour l'intégration psychologique. Ces 3 étapes, question au soleil, enregistrement interne, déclaration vocale, forment ce que Jung appelait le rituel d'alignement primaire. Un rituel qui prend moins de 10 minutes, mais qui établit une fréquence mentale complètement différente pour toute votre journée. Et voici ce que Jung a découvert et qui est absolument fascinant. Les personnes qui appliquent ce rituel de manière cohérente pendant 30 jours commencent à expérimenter ce qu'il appelait des synchronicités directionnelles, des événements, des rencontres, des opportunités qui apparaissent dans leur vie de manière apparemment fortuite, mais qui sont directement liées aux questions qu'elles explorent intérieurement. Jung ne croyait pas aux coïncidences. Il croyait à la synchronicité. L'idée qu'il existe une intelligence organisatrice dans l'univers qui répond à notre intention véritable de grandir et d'évoluer. Et le protocole qu'il a développé est, essentiellement, une manière de se connecter consciemment à cette intelligence. Huberman ne parlerait jamais de cela en termes de synchronicité. Mais lorsque Huberman aborde la plasticité neuronale dirigée par l'intention, lorsqu'il explique comment des attentes conscientes peuvent influencer les résultats biologiques, il décrit exactement le même phénomène, sauf que Jung y est arrivé le premier, et il est allé plus loin, car Jung a compris quelque chose que la neuroscience moderne est encore en train de découvrir. Votre esprit ne s'arrête pas aux limites de votre crâne. Votre esprit fait partie d'un système bien plus vaste. Un système qui inclut d'autres personnes, d'autres êtres vivants, des schémas énergétiques qui connectent tout ce qui existe. Et lorsque vous apprenez à travailler consciemment avec ce système plus vaste, des choses extraordinaires commencent à se produire. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous montrer comment les 4 autres phases du protocole fonctionnent dans la pratique. La deuxième phase, Jung l'appelait « cartographie des territoires sombres ». C'est la partie que Huberman ne vous enseignera définitivement pas, car elle implique de confronter des aspects de vous-même que vous préférez ignorer. Jung a découvert que chaque personne porte en elle ce qu'il appelait l'ombre. Pas quelque chose de négativement nécessaire, mais des aspects de notre personnalité qui ont été refoulés, niés ou oubliés au cours de la vie. Et voici l'intuition révolutionnaire de Jung. Cette ombre n'est pas un obstacle à votre développement. C'est une source inexplorée d'énergie et de créativité. Lorsque vous apprenez à intégrer consciemment votre ombre, votre capacité mentale double, littéralement, parce que vous cessez de gaspiller de l'énergie psychique à refouler des parties de vous-même et commencez à canaliser toute cette énergie vers la croissance et la réalisation. Huberman parle de ressources neuronales gaspillées et d'optimisation de l'énergie mentale, mais il ne vous donne pas de méthode pratique pour accéder à ces ressources. Jung, si, le processus s'appelle le dialogue sombre matinal. Chaque matin, après avoir accompli le rituel d'alignement primaire, vous consacrez 15 minutes à une conversation intérieure spécifique. Vous fermez les yeux et vous vous demandez
Quelle partie de moi essaie de me protéger à travers des comportements que je n'approuve pas complètement? Et ensuite, vous écoutez vraiment, car votre ombre n'est pas un ennemi. C'est un protecteur mal compris. C'est une partie de vous qui a développé des stratégies de survie à un moment de votre vie et n'a jamais été mise à jour sur le fait que vous avez grandi, évolué et que vous n'avez plus besoin de ces mécanismes. Jung a découvert que lorsque vous établissez un dialogue respectueux avec votre ombre, elle cesse progressivement de saboter vos objectifs conscients et commence à travailler en leur faveur. Le résultat est une intégration mentale qui augmente dramatiquement votre force de volonté, votre persévérance, votre capacité à prendre des décisions difficiles sans conflit interne. Huberman mentionne brièvement un concept connexe lorsqu'il parle de cohérence neuronale et de réduction de l'interférence cognitive. Mais il ne vous enseigne pas comment atteindre cette cohérence systématiquement. La troisième phase du protocole est celle que Jung considérait comme la plus délicate, activation des archétypes directeurs. Jung a découvert qu'il existe des schémas universels d'énergie psychique qu'il a appelés des archétypes, le guerrier, le sage, le créateur, le soignant, l'explorateur. Ce ne sont pas seulement des concepts abstraits, ce sont littéralement des circuits neuronaux spécifiques qui ont été façonnés par des millions d'années d'évolution humaine. Et chaque archétype, lorsqu'il est activé consciemment, vous donne accès à des ressources mentales spécifiques. Le guerrier vous donne du courage et une détermination inébranlable. Le sage vous donne du discernement et une perspective profonde. Le créateur vous donne de l'inspiration et une capacité d'innovation. Le soignant vous donne de la compassion et la capacité de vous connecter aux autres. L'explorateur vous donne de la curiosité et la disposition à prendre des risques intelligents. Jung a développé des techniques spécifiques pour identifier quels archétypes sont les plus développés chez vous, lesquels sont endormis et comment activer consciemment l'archétype le plus adapté à chaque situation que vous affrontez. Lorsque Huberman parle d'états cérébraux optimisés pour différents types de performances, il décrit quelque chose de très similaire à ce que Jung appelait l'activation archétypale. Mais Huberman vous donne des outils externes, protocoles de respiration, exposition au froid, supplémentation. Jung vous donne les outils internes, les plus puissants de tous. Et nous arrivons à la quatrième phase, qui est celle où le protocole devient véritablement extraordinaire. Synchronisation avec le flux universel. Jung a constaté que lorsque quelqu'un accomplit les 3 premières phases de manière cohérente pendant quelques semaines, quelque chose de remarquable se produit. Cette personne commence à se syntoniser naturellement avec des schémas plus vastes d'intelligence et de créativité. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la plasticité neuronale dirigée par l'intention consciente. Votre cerveau développe littéralement de nouvelles connexions qui vous permettent de percevoir et de répondre à des informations qui passaient auparavant inaperçues. Des informations sur le timing, sur les opportunités, sur la bonne direction à prendre dans des situations complexes. Jung appelait cela la fonction intuitive supérieure. La capacité de naviguer dans la vie en utilisant non seulement la logique et l'expérience passée, mais aussi une sorte de radar interne qui détecte les possibilités émergentes. Huberman touche ce territoire lorsqu'il aborde le traitement prédictif et la détection de schémas subconscients. Mais il ne vous enseigne pas comment développer systématiquement cette capacité. La 5e et dernière phase du protocole est celle que Jung considérait comme le véritable objectif de tout le processus. Incarnation du soi intégré. C'est lorsque vous cessez d'utiliser des techniques et des stratégies, parce que vous êtes naturellement devenu la personne que vous avez toujours eu le potentiel d'être. Toutes les capacités mentales que vous avez développées dans les phases précédentes s'intègrent dans une façon unique d'être au monde.
Vous gardez le focus sans effort parce que vous êtes naturellement engagé avec ce qui compte vraiment pour vous. Vous êtes créatif sans forcer parce que vous êtes connecté à une source d'inspiration inépuisable. Vous prenez des décisions difficiles avec facilité parce que vous avez accès en interne à une sagesse qui transcende l'analyse rationnelle. Vous vous connectez aux autres de manière authentique et profonde parce que vous ne défendez plus une image fausse de vous-même. Jung disait que c'est la véritable définition de la santé mentale, non pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une intégration profonde entre toutes les parties de votre personnalité. Et lorsque vous atteignez ce niveau d'intégration, la vie devient une expérience complètement différente, pas plus facile nécessairement, mais infiniment plus riche, plus significative, plus vive. Huberman parle d'optimisation de la performance. Jung parlait de réalisation du potentiel humain. La différence est subtile mais transformatrice, car en fin de compte, vous n'êtes pas une machine qui a besoin d'être optimisée. Vous êtes un mystère qui a besoin d'être déplié. Et Jung découvrit la carte de ce déploiement. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose qui vous glacera le sang. En 1958, Jung reçut une visite inattendue dans son bureau de Zurich. Un jeune neuroscientifique américain qui avait lu ses travaux sur la synchronicité et était obsédé. Ce scientifique passa 3 jours avec Jung, 3 jours à apprendre le protocole complet, prenant des notes détaillées, posant des questions qui impressionnèrent même Jung par leur profondeur. Lorsqu'il partit, Jung écrivit dans son journal « J'ai rencontré aujourd'hui un homme qui sera capable de traduire mon travail dans le langage que le 21e siècle comprendra. J'espère qu'il aura le courage d'honorer les origines. » Ce jeune scientifique s'appelait Timothy Leary. Oui, le même Timothy Leary qui deviendra plus tard célèbre pour ses expériences avec les psychédéliques à Harvard. Mais ce que presque personne ne sait, c'est qu'avant toute expérimentation avec des substances, Leary avait déjà testé le protocole de Jung sur des centaines de volontaires. Et les résultats étaient si extraordinaires qu'il décida d'amplifier le processus. C'est là que tout a déraillé. Leary croyait pouvoir accélérer le processus d'individuation en utilisant des substances psychoactives. Ce que Jung mettait des mois à obtenir avec ses patients grâce à un travail interne minutieux, Leary voulait l'atteindre en quelques heures à l'aide de la chimie. L'expérience a échoué spectaculairement, non pas parce que le protocole original ne fonctionnait pas, mais parce qu'il n'existe pas de raccourci pour une intégration psychologique authentique. Jung fut dévasté en apprenant ce qui était arrivé à Leary, non seulement à cause de la tragédie personnelle, mais parce qu'il savait que cela ternirait à jamais toute tentative sérieuse de faire passer son travail dans le courant dominant scientifique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À partir des années 60, tout ce qui était lié à Jung a été considéré comme une contre-culture dangereuse. La science officielle a construit un mur infranchissable entre la neuroscientifique sérieuse et la psychologie profonde. Un mur qui persiste encore aujourd'hui. C'est pourquoi Huberman ne peut pas créditer Jung publiquement. C'est pourquoi il doit reconditionner ses découvertes dans une terminologie acceptée par le monde universitaire. Mais savez-vous quelle est l'ironie de toute cette histoire ? Le protocole original, appliqué de la manière dont Jung l'a développé, est infiniment plus sûr et plus efficace que toute approche chimique ou technologique moderne, parce qu'il travaille avec les rythmes naturels de la psyché, respectant le temps nécessaire à une véritable intégration, sans forcer, sans hâte. Et maintenant, je vais vous apprendre exactement comment appliquer chaque phase de ce protocole dans votre vie. En commençant par la première phase, que j'ai simplement introduite auparavant, l'établissement du rythme primordial, Jung a découvert que notre système nerveux possède 3 fenêtres d'opportunité chaque jour, des moments où la barrière entre le conscient et l'inconscient est naturellement plus perméable.
La première fenêtre se situe dans les 30 minutes suivant le réveil. La deuxième est pendant la baisse d'énergie de l'après-midi, entre 14 heures et 16 heures. La troisième est dans les 30 minutes précédant le coucher. Huberman parle beaucoup de la première et de la troisième fenêtre lorsqu'il discute de la régulation circadienne. Mais il mentionne rarement la deuxième. Et lorsqu'il la mentionne, il n'explique pas comment l'utiliser pour le développement psychologique. Jung a développé des protocoles spécifiques pour chacune de ces fenêtres. Le protocole matinal, que j'ai déjà partiellement expliqué, possède une couche supplémentaire qui est absolument cruciale. Après avoir posé la question au soleil levant, enregistré les sensations internes et déclaré votre intention, vous faites quelque chose que Jung appelait « ancrage corporel ». Vous choisissez un petit objet physique, une pierre, une pièce de monnaie, une bague, n'importe quoi que vous puissiez transporter dans votre poche. Vous tenez cet objet dans la paume de votre main tout en répétant mentalement votre intention 3 fois. Pas les mots exacts, mais la sensation de l'intention, le ressenti derrière les mots. Jung a découvert que ce processus crée une association neurologique puissante. Chaque fois que vous toucherez cet objet pendant la journée, votre esprit se reconnectera automatiquement à l'intention que vous avez établie le matin. C'est comme avoir un bouton de réinitialisation psychologique portable. Huberman mentionne quelque chose de similaire lorsqu'il parle de ancrage des états neuraux et de conditionnement contextuel. Mais il ne vous donne pas une application pratique aussi simple et élégante. La deuxième fenêtre d'opportunité, celle de l'après-midi, est celle où Jung appliquait la deuxième phase. La cartographie des territoires sombres. Entre 14 heures et 16 heures, lorsque votre énergie rationnelle est naturellement plus faible, votre esprit inconscient est plus accessible. C'est le moment idéal pour le dialogue sombre. Mais Jung a découvert que ce dialogue ne peut pas être mené n'importe comment. Il existe un protocole spécifique qui évite les dangers psychologiques de plonger trop profondément, trop rapidement. Premièrement, vous vous asseyez dans une position confortable et vous faites 3 respirations profondes. Deuxièmement, vous invitez mentalement votre ombre à converser. Vous ne forcez pas, vous invitez, comme si vous appeliez un ami timide pour une conversation importante. Troisièmement, vous posez une question spécifique qui change chaque jour de la semaine. Lundi, quelle peur est-ce que j'évite de confronter? Mardi, quel talent est-ce que je gaspille en me croyant incapable? Mercredi, quelle vérité est-ce que je connais mais que je ne veux pas admettre? Jeudi, quelle personne est-ce que je juge parce que je vois en elle quelque chose que je nie en moi? Vendredi, quel rêve est-ce que j'ai abandonné en croyant qu'il était impossible? Samedi, quelle partie de moi a besoin de pardon? Dimanche, quelle prochaine étape est-ce que je sais que je dois faire mais que je retarde? Jung a structuré ces questions pour cartographier systématiquement les territoires les plus courants de l'ombre personnelle. Et voici ce qui est génial. Vous n'avez pas besoin de répondre aux questions immédiatement. Posez simplement la question et faites attention à ce qui apparaît. Des sensations corporelles, des images mentales, des souvenirs, des mots aléatoires. Tout ce qui apparaît est une information valable. Ensuite, vous enregistrez ces informations dans un journal spécifique que Jung appelait « livre noir ». Un cahier dédié exclusivement à ce dialogue avec l'ombre. Non pas pour analyser ou interpréter, mais pour enregistrer et honorer. Jung a découvert que le simple fait d'accorder une attention respectueuse à son ombre commence déjà un processus d'intégration naturelle. L'ombre cesse de crier à travers des comportements destructeurs parce qu'elle est enfin entendue consciemment. Mais voici où cela devient intéressant. Après quelques semaines de cartographie de votre ombre, vous commencerez à remarquer des schémas, des thèmes récurrents, des énergies spécifiques que votre ombre essaie de vous transmettre. Et c'est là qu'intervient la troisième phase, l'activation des archétypes directionnels.
Jung a remarqué que chaque ombre personnelle contient des graines de potentiel non développées, des aspects archétypaux qui ont été réprimés ou ignorés. Le lâche qui nie sa lâcheté porte en lui les graines du guerrier. Celui qui nie son besoin de contrôle porte en lui les graines du sage. Celui qui refuse sa destructivité, les germes du créateur. C'est contre-intuitif, mais profondément vrai. Lorsque vous cartographiez systématiquement votre ombre, vous cartographiez en réalité vos plus grands potentiels inexploités. Et Jung a développé des techniques spécifiques pour transformer cette énergie sombre en pouvoir archétypal. La principale, il la nommait l'inversion alchimique. Une fois par semaine, vous choisissez un aspect spécifique de votre ombre, découvert au cours de vos dialogues intérieurs. Supposons que vous ayez remarqué un schéma de jalousie envers le succès des autres. Au lieu d'essayer d'éliminer cette jalousie ou de vous sentir coupable, vous faites quelque chose de complètement différent. Vous vous demandez: si cette jalousie pouvait parler, que tenterait-elle de me dire sur mes propres désirs inassouvis? Et vous plongez plus profondément: quel aspect de mon potentiel créatif cette jalousie révèle-t-elle? Jung a découvert que la jalousie, lorsqu'elle est examinée honnêtement, pointe presque toujours vers des talents ou des capacités que vous possédez mais que vous ne développez pas. La personne qui envie le succès artistique des autres a généralement un créateur intérieur refoulé. Celle qui envie le courage des autres a souvent un guerrier intérieur endormi. Celle qui envie la sagesse des autres a généralement un sage intérieur négligé. L'inversion alchimique consiste à transformer consciemment cette énergie de jalousie en motivation pour développer l'archétype correspondant. Au lieu de vous sentir mal d'envier l'artiste, vous utilisez cette énergie pour commencer votre propre projet créatif. Au lieu de vous sentir mal d'envier le courageux, vous utilisez cette énergie pour prendre une décision difficile que vous remettez à plus tard. Jung appelait cela « transformer le plomb en or ». Prendre l'énergie la plus dense et la plus lourde de la psyché et la convertir alchimiquement en pouvoir conscient. Et savez-vous ce qui est fascinant? Huberman parle de redirectionner les circuits neuronaux destructeurs et de plasticité neuronale dirigée par l'intention. Mais il ne vous donne pas de méthode pratique pour effectuer cette transformation. Jung, si. Et lorsque vous maîtrisez cette technique d'inversion alchimique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de gaspiller de l'énergie psychique avec la culpabilité, la honte, l'autocritique, et vous canalisez toute cette énergie vers la croissance et la réalisation. Votre force de volonté se multiplie car vous ne vous battez plus contre vous-même. Votre créativité explose car vous avez accès à des ressources internes qui étaient auparavant bloquées. Votre confiance se solidifie car vous n'avez plus d'aspect de vous-même que vous devez cacher ou nier. C'est une transformation complète de votre relation avec vous-même. Mais Jung savait que ce n'était que le début. La quatrième phase, la synchronisation avec le flux universel, est là où le protocole devient vraiment magique. Parez, respirez profondément, sentez l'air entrer dans vos poumons, car ce que je vais vous raconter maintenant va défier tout ce que vous croyez savoir sur le fonctionnement de la réalité. Jung a passé des décennies à observer un phénomène que la science moderne préfère ignorer. Les personnes qui complètent systématiquement les 3 premières phases du protocole commencent à expérimenter des coïncidences directionnelles, pas des coïncidences aléatoires, mais des synchronicités qui semblent spécifiquement conçues pour soutenir le processus de croissance qu'elles vivent. Le livre exact qu'elles doivent lire apparaît sur une table de café qu'elles n'ont jamais visitée auparavant. Le mentor qu'elles recherchaient depuis des mois croise leur chemin dans un ascenseur. L'opportunité professionnelle qu'elles souhaitaient leur est offerte par quelqu'un qu'elles rencontrent dans une situation complètement inattendue.
Jung a documenté des centaines de ces cas et a développé une théorie révolutionnaire pour les expliquer. Il a proposé qu'il existe quelque chose qu'il a appelé l'inconscient collectif, une couche d'intelligence qui connecte tous les esprits humains, et que lorsqu'une personne s'aligne authentiquement avec son processus d'individuation, cette intelligence collective commence à coopérer avec ses objectifs conscients. Cela semble impossible? Je le pensais aussi jusqu'à le tester personnellement. Lors de la 5e semaine d'application du protocole, je devais prendre une décision importante concernant un changement de carrière. J'étais angoissé, sans savoir quelle direction suivre. Pendant le rituel matinal, j'ai posé ma question habituelle au soleil levant. Que dois-je comprendre aujourd'hui pour devenir plus pleinement moi-même? La réponse qui a émergé intérieurement était « Faites attention aux oiseaux ». Un dôme des oiseaux, cela n'avait aucun sens, mais Jung a toujours insisté sur l'importance de respecter les messages de l'inconscient, même lorsqu'ils semblent absurdes. Tout au long de cette journée, j'ai commencé à faire attention aux oiseaux autour de moi. À 11 heures du matin, un groupe d'oiseaux s'est posé sur la fenêtre de mon bureau, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. À 14 heures, pendant le déjeuner, une personne à la table voisine parlait d'un projet de préservation des oiseaux et qu'elle dirigeait un projet qui, j'ai découvert, avait exactement besoin de mon profil professionnel. À 18 heures, sur le chemin du retour, j'ai vu un oiseau blessé sur le trottoir. Je me suis arrêté pour l'aider et j'ai fini par discuter avec une vétérinaire qui passait. Elle a mentionné un poste vacant dans une ONG environnementale qui serait parfait pour moi. Coïncidence? Peut-être. Mais Jung dirait qu'il n'y a pas de coïncidence. Seulement de la synchronicité que vous êtes ou non préparé à me percevoir et la préparation. Selon Jung, c'est exactement cela. Alignez consciemment votre intention personnelle avec votre potentiel le plus profond. Lorsque cela se produit, vous ne trouvez pas seulement des opportunités, vous devenez un aimant pour les bonnes opportunités. Huberman aborde ce territoire indirectement lorsqu'il parle de biais de confirmation positif et de amorçage cognitif. Comment les attentes conscientes peuvent influencer ce que vous percevez et comment vous interagissez avec l'environnement. Mais Jung est allé beaucoup plus loin. Jung a proposé que la synchronicité n'est pas seulement un phénomène perceptuel, c'est un phénomène réel, une propriété émergente de systèmes complexes hautement interconnectés. Comme un banc de poissons se déplaçant comme une seule entité, comme une ruche coordonnant des millions d'actions individuelles sans commandement central, comme un écosystème entier se rééquilibrant après une perturbation. Jung croyait que l'humanité fait partie d'un système encore plus vaste et intelligent, et que les individus véritablement alignés avec leur potentiel le plus authentique peuvent collaborer consciemment avec cette intelligence systémique. C'est une idée radicale, presque impossible à prouver scientifiquement avec les méthodes actuelles, mais impossible à ignorer lorsque vous le vivez par vous-même. Et cela nous amène à la 5e et dernière phase du protocole, l'incarnation du soi intégré. Voici l'étape que Jung considérait comme le vrai objectif de tout le parcours. Pas seulement utiliser des techniques ou suivre des protocoles, mais devenir naturellement la personne intégrée que vous avez toujours eu le potentiel d'être. Jung appelait cette personne le soi, non pas le ego que vous avez construit pour naviguer dans le monde, mais la totalité de votre être, incluant les aspects conscients, inconscients, individuels et collectifs. Le soi, c'est vous, mais amplifié. Vous connectez à des ressources internes dont vous ignoriez même l'existence, vous opérant à partir d'une sagesse qui transcende l'expérience personnelle limitée. Et Jung a découvert que lorsqu'une personne incarne genuinement son soi, 3 choses extraordinaires se produisent. Premièrement, vous développez ce que Jung appelait une présence magnétique, une qualité difficile à décrire,
mais impossible à ignorer. Les gens se sentent naturellement attirés vers vous. Non pas à cause de quelque chose que vous faites ou dites, mais à cause de ce que vous êtes. Deuxièmement, vous gagnez accès à ce que Jung appelait la sagesse intuitive, la capacité de savoir des choses que vous n'avez pas apprises, de comprendre des situations que vous n'avez pas étudiées, de prendre les bonnes décisions basées sur une intelligence qui transcende l'analyse rationnelle. Troisièmement, vous expérimentez ce que Jung appelait une vitalité renouvelable. Une source d'énergie qui ne dépend pas de facteurs externes, qui se renouvelle à travers le processus même de vivre authentiquement. Huberman parle d'optimisation énergétique à travers des protocoles externes, lumière, froid, exercice, supplémentation. Jung a découvert une source d'énergie interne, inexhaustible, qui se renforce plus vous l'utilisez. C'est la différence entre avoir une batterie externe et avoir un générateur interne. Et le protocole des 5 phases est essentiellement le manuel d'instruction pour construire et activer ce générateur interne. Mais laissez-moi être honnête avec vous. Ce protocole n'est pas facile. Non pas parce qu'il est techniquement compliqué. Les techniques sont simples, mais parce qu'il exige quelque chose que notre culture moderne a presque complètement perdu, la patience envers soi-même. Nous vivons à l'ère des hacks, des raccourcis, des solutions rapides. Jung propose le contraire, un développement lent, profond, organique, comme planter un arbre que vous ne verrez peut-être pas entièrement grandi, comme sculpter une œuvre d'art en sachant que cela peut prendre des décennies pour qu'elle soit achevée. Comme apprendre un instrument de musique, non pas pour impressionner les autres, mais pour s'exprimer de plus en plus authentiquement. C'est un engagement à long terme, envers votre propre potentiel. Et cela effraie beaucoup de gens. C'est pourquoi Huberman présente des versions simplifiées de ces techniques, des versions qui promettent des résultats plus rapides et mesurables. Il n'y a rien de mal à cela. Huberman fait un travail extraordinaire en aidant les gens à améliorer leur qualité de vie. Mais Jung s'intéressait à quelque chose de plus profond que l'amélioration. Jung s'intéressait à la transformation. La différence est subtile, mais cruciale. L'amélioration, c'est prendre ce que vous êtes déjà et le rendre plus efficace. La transformation, c'est découvrir qui vous êtes vraiment sous toutes les couches de conditionnement, d'attente et de limitation que vous avez accumulées tout au long de votre vie. C'est la différence entre polir un diamant et découvrir qu'il existe un diamant enfoui dans une montagne de pierres. Et lorsque vous faites cette découverte, plus rien n'est comme avant. Vos priorités changent naturellement. Vos relations s'approfondissent ou se dissolvent selon leur authenticité. Votre travail devient une expression de qui vous êtes et non plus seulement un moyen de survivre. Votre relation avec les défis et les problèmes se transforme. Ils cessent d'être des obstacles et deviennent des occasions d'appliquer et de développer vos capacités. Même votre relation avec la mort change. Parce que vous avez déjà expérimenté une mort symbolique, la mort des illusions sur qui vous pensiez être, et une renaissance. L'émergence de qui vous êtes vraiment. Jung disait que cette transformation est le vrai but de l'existence humaine. Non pas accumuler richesse, gloire ou pouvoir, mais découvrir et incarner l'unicité singulière que vous avez apportée à ce monde. Et lorsque vous faites cela, le monde entier en profite. Parce que vous cessez de rivaliser avec les autres pour des ressources limitées et commencez à contribuer avec des dons que vous seuls pouvez offrir. Vous cessez de drainer l'énergie des systèmes autour de vous et commencez à dynamiser tout ce que vous touchez. Vous devenez, selon les mots de Jung, un individu véritablement utile pour la collectivité. Non pas en essayant d'être utile, mais en étant authentiquement vous-même. Et c'est l'ironie finale de toute cette histoire sur Huberman et Jung. Huberman a appliqué le protocole de Jung pour devenir un communicateur plus efficace de la neuroscience moderne. Mais en faisant cela, il est devenu involontairement un pont. Un pont entre la sagesse ancienne de Jung et le langage contemporain que les gens peuvent comprendre et accepter.
Peut-être était-ce intentionnel, peut-être était-ce inconscient. Mais le résultat est que vous avez maintenant accès à la fois à la version moderne et à la version originale. Vous pouvez choisir de commencer par les techniques les plus agréables de Huberman et de vous approfondir progressivement avec les méthodes les plus radicales de Jung, où vous pouvez plonger directement dans le protocole original et découvrir par vous-même pourquoi il reste révolutionnaire après près d'un siècle. Le choix vous appartient. Mais laissez-moi vous poser une dernière question. Une question que Jung posait à tous ses patients à la fin du processus thérapeutique. Maintenant que vous savez qui vous êtes vraiment, qu'avez-vous l'intention de faire avec cela? Parce que la connaissance sans application n'est que divertissement intellectuel. Et la transformation sans expression n'est que narcissisme spirituel. Jung a développé son protocole non pas pour créer des personnes plus heureuses ou plus prospères. Bien que le bonheur et le succès soient des sous-produits naturels du processus, Jung a développé son protocole pour créer des personnes plus complètes, des personnes capables de contribuer à l'évolution de la conscience humaine, des personnes qui deviennent des exemples vivants qu'il est possible de transcender les limitations apparentes de la condition humaine. Et peut-être, juste peut-être, c'est exactement le type de personne dont le monde a besoin maintenant. Une personne qui a découvert son protocole interne, qui n'a plus besoin de gourou externe parce qu'elle a développé son propre système d'orientation, qui n'a plus besoin de rivaliser parce qu'elle a trouvé sa propre source unique de valeur, qui n'a plus besoin de se défendre parce qu'elle n'a plus rien à cacher, une personne qui est devenue entièrement elle-même et qui, pour cette raison même, peut aider les autres à devenir entièrement eux-mêmes. C'est le véritable héritage de Jung. Non pas un protocole à suivre aveuglément, mais une carte pour découvrir votre propre territoire interne. Un territoire qu'aucun neuroscientifique ne peut explorer pour vous. Un territoire qu'aucun protocole externe ne peut remplacer. Un territoire uniquement vôtre, indéniablement vôtre, éternellement vôtre. Et maintenant, vous détenez la clé. La question qui se pose est la suivante. L'utiliserez-vous, cette clé qui ouvre les portes de votre propre soi, tel que décrit par Jung, cet espace intérieur, profondément personnel, un espace que même les avancées de la science, comme les études de l'IRMF à Stanford menées par le docteur Huberman, ne peuvent entièrement cartographier. Imaginez un paysage intérieur aussi vaste et complexe que les forêts profondes de la France, ou les méandres mystérieux du fleuve Loire. C'est là que réside votre pouvoir, votre potentiel illimité, votre capacité à façonner votre réalité, à réorganiser vos neurones, à réécrire votre histoire selon les principes de la plasticité neuronale et les enseignements du docteur Huberman sur la régulation du cortisol et la maîtrise de votre rythme circadien. Ce territoire, c'est vous, dans toute votre complexité, avec vos ombres, vos lumières, vos archétypes, vos rêves, porteurs de messages essentiels, comme le soulignait Jung. À la pointe de la compréhension de l'inconscient, son individuation, un chemin vers l'intégralité. Utilisez-vous cette clé pour explorer les profondeurs de votre être, pour vous connecter à la source même de votre force, pour activer ce pouvoir intérieur qui attend depuis toujours d'être libéré, ce pouvoir, ce potentiel. Il est là, dormant peut-être, mais présent et prêt à jaillir. Un torrent de créativité, de joie, de paix, dépendant uniquement de votre décision, de votre action. L'Institut C.G. Jung à Zurich garde le secret de cette exploration. Les études de l'Université d'Édimbourg apportent des preuves scientifiques, mais c'est votre voyage, votre exploration unique qui déterminera l'issue. Alors, quelle sera votre réponse? Utiliserez-vous cette clé qui vous appartient, qui vous est donnée, qui attend, avec une patience infinie?
Le jour où vous vous déciderez à l'utiliser,